peut, en fonction de comment on les regarde et de où on se trouve, on va appeler ça voilà, toujours des stats, ou alors on va appeler ça du machine learning, on va appeler ça ce qu'on veut. En tout cas, moi, je bosse sur... Là, je vais parler beaucoup plus des choses sur lesquelles je travaille activement et sur lesquelles je travaille pendant ma thèse. Et donc, par exemple, en Angleterre, moi, je travaille dans un département de computer science où on s'intéresse à ce genre de machin. Simple. Pourtant, ça va devenir un peu plus technique, mais les choses qui nous intéressent et le problème qu'on essaie de résoudre, c'est celui-là. On a y égale f de x plus epsilon. On a x qui est une donnée d'entrée. Pour fixer les idées, ici, on parlait dans notre exemple fil rouge de l'âge du nageur. On a y qui est la donnée de sortie dans notre exemple, la performance du nageur sur 100 mètres. On a un bruit, on a dit en termes d'erreur, donc ça, il peut être là, oui. Partage. Ah, pardon, j'ai oublié de partager. Mais si, attends, c'est marqué là. Arrêtez le partage. Ah, d'accord. Sur mon écran, il n'y a pas partage, d'accord. Ah, mais si, ok. Non, c'est bon. Okay. Excuse-moi. All right. Le thème d'erreur, donc qui est là ou qui n'est pas là, en fonction de si on considère qu'il y a des erreurs de mesure, blablabla ou pas. Et tout le problème, au moins de ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, est de trouver cette fonction f. Quelle est la relation qui existe entre les données d'entrée et les données de sortie? Et ça c'est pas borné en fait à l'analyse de données fonctionnelles. Là, je ne vous parle plus en fait d'analyse de données fonctionnelles. Je vous en ai parlé, ce qu'on considérait les choses dont on parlait dans les bouquins que je vous ai montrés. C'était là. Là, c'est un problème beaucoup plus général que ça. Vous allez dans un cours de machine learning, la première truc qu'on montre normalement, c'est ça. On veut répondre à ça. On a des données X, Y, et souvent, ce qu'on observe, c'est un échantillon justement fini, des couples X, Y. Donc, on a une entrée, une sortie, puis on en a observé plusieurs des comme ça. Est-ce qu'on est capable de retrouver la fonction f qui, dans la vraie vie, ou dans la nature, ou ce qu'on veut, lie les deux phénomènes ensemble? Et en fait, vous avez bien compris maintenant que résoudre ça, c'est résoudre exactement le problème dont on parlait depuis tout à l'heure, d'analyse de données fonctionnelles. On avait des petits points un peu partout, et on veut retrouver la fonction qui passe par ces points. Un truc absolument trivial à faire, et je pense que ça, vous en avez suffisamment mangé comme ça, c'est faire de la régression linéaire. Et la régression linéaire est un cas particulier de régression au sens large, où on dit, le problème qu'il va y avoir avec ça, c'est que les fonctions, vous l'avez compris, c'est infinidimensionnel, et il y en a beaucoup. Parce que c'est infinidimensionnel, il en existe beaucoup. Vous pouvez imaginer à peu près n'importe quelle courbe, ça va correspondre à une fonction. On ne va pas forcément savoir écrire son équation, mais ça reste une fonction, elle existe. Donc, puisque, comme on l'a dit, on sait surtout faire, nous, de l'algèbre linéaire, et que et quand il faut le même nombre d'inconnus qu'on a d'équations, et que si jamais on a le petit ensemble de données que je vous ai dit, ça veut dire qu'on a n équations à notre disposition, parce qu'on a n points d'observation, eh ben, on ne peut pas avoir plus que n inconnus, en théorie. Donc, l'avantage qu'on va avoir en restreignant la forme de la fonction, on va dire, on va pas regarder toutes les fonctions qui existent, on va regarder juste un petit sous-ensemble de fonctions faciles, les fonctions linéaires. Et ben, ça va nous permettre de dire, le problème réduit à pas retrouver une fonction entière, mais juste deux coefficients, dans le cas de la régression linéaire, A et B. Et à partir des données, ça c'est absolument trivial à trouver. On fait juste, on inverse notre petit système et la vie est belle. Évidemment, on peut étendre ça à des choses un peu plus sophistiquées, les régressions polynomiales, si on s'éclate, on met des x puissance 4 plus y carré moins 4 demi, etc. Peu importe, c'est toujours un peu la même stratégie qu'on fait ici. On va définir une forme paramétrique de notre fonction en disant plus ou moins flexible, en faisant une hypothèse sur à quoi ça doit ressembler dans un moment donné. Ok. Maintenant, ça c'est pour le problème général, et il y a plusieurs stratégies pour l'appréhender. Et moi, la stratégie dont je vais vous parler, c'est la version probabiliste. C'est-à-dire, on va utiliser la théorie des probabilités pour regarder ce problème d'une question non pas juste comme ce qu'on avait jusque-là, on va avoir une fonction qu'on définit passer par tous les points, mais on va plutôt regarder quelles sont les fonctions qui sont probables. D'accord ? Et de manière générale, les choses dont je vais vous parler là, sur ces deux premières slides ne sont pas du tout reliées à la question des fonctions. C'est-à-dire que c'est tout à fait vrai pour tout un tas de choses, toutes les choses que vous avez appris en stats, la question des différences de moyenne, l'ANOVA, le machin, enfin bref, tout ce que vous avez fait, vous pouvez aussi le regarder dans un cadre probabiliste, qu'on appelle aussi cadre bayésien, mais en général, on ne le dit pas trop fort, parce que sinon ça fait
Donc normalement, vous la connaissez celle-là, vous l'avez vue au lycée, ou à peu près, la formule de Weiss, mais vous l'avez pas, et en tout cas moi à l'époque, on ne l'a pas toujours compris. Parce qu'en général, celle-là, on la comprend, puis on nous fait 2 patates au tableau, on nous dit, voilà, si on connaît cette partie-là, on est capable de calculer A sachant B, B sachant A, etc., etc. Mais maintenant, si on la voit un petit peu différemment, on va appeler cette quantité-là T, et on va penser à T comme une théorie, ou comme une connaissance. Imaginez la connaissance sur quelque chose, on va dire, le soleil se lève le matin. Voilà. Donc, a priori, ce que vous avez une idée sur la probabilité de cette théorie, qu'elle soit vraie. Je pense qu'à peu près tous ici, on est plutôt bien convaincus que ce truc-là est vrai. Et la question, c'est comment est-ce que, en la présence d'une nouvelle donnée, on a observé un nouveau truc, donc on est demain, typiquement, le soleil s'est encore levé, et bien comment est-ce que je mets ma connaissance initiale de cette théorie à jour au vu de cette nouvelle donnée. Et en fait, cette formule est exactement la façon de mettre à jour correctement d'un point de vue mathématique. Donc, comme je vous l'ai dit, si on a P de T qui est la probabilité d'une théorie, on appelle ça l'a priori, ou prior en anglais. Hop là, je vais trop vite. On a ce terme, donc la probabilité d'observer ces données-là si jamais notre théorie est vraie. Donc, dans un monde où le soleil se lève toujours le matin, quelle est la probabilité que demain il fasse jour? Ça, ici, c'est facile. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la likelihood, donc la vraisemblance. Donc, ça, c'est un terme normalement avec lequel vous êtes un peu familier si vous avez fait du maximum de vraisemblance quand on a posé notre modèle. Ce terme-là, qui est l'enfer sur Terre, alors qu'il a l'air très simple, la probabilité d'observer ces données de toute façon. C'est-à-dire dans l'univers de tous les possibles, de tous les mondes où il y a du soleil, où il n'y a pas de soleil, où il y a 4 soleils autour de chez vous, dans tous ces mondes-là, quelle est en fait la probabilité que le soleil se lève? Et donc là, vu la façon dont je vous l'ai décrit, vous comprenez pourquoi c'est l'enfer sur Terre, ce terme. Et donc en fait, les moments dans lesquels on ne peut pas calculer toute cette formule, c'est parce que ce truc-là n'est pas calculable. Et en fait, Thomas Bayes, c'était un pasteur qui, il y a 300 ans au moins qu'il est mort, ce monsieur, dans les années 1700 et quelques. Et il a sorti ça, et puis voilà, c'est un petit résultat de lycée où on se dit, bon, bah, ça casse pas les briques. Et en fait, pendant 250 ans, on savait que ça existait, mais on s'en servait pas beaucoup pour faire toutes les choses qu'on en fait aujourd'hui. Donc, pour toutes les questions d'IA, d'apprentissage, etc., ça fait tout un buzz aujourd'hui. Et en fait, parce que ça, c'est compliqué à calculer. Et quand tu n'as pas d'ordi pour faire ça, eh ben, c'est quasiment inutilisable. Mais aujourd'hui, heureusement, on a plein de méthodes numériques avec nos ordinateurs qui calculent pour nous, c'est magique. Et donc, je vous ai spoilé, le théorème de Bayes nous dit que pour mettre à jour notre croyance initiale sur T à partir de nouvelles données, il faut juste calculer donc, ce terme-là, la probabilité de T sachant D. Et donc, c'est la probabilité que la théorie soit vraie si on a observé ça. On appelle ça le postérieur ou la loi postérieure. Et petit exercice, parce que sinon, c'est pas drôle. On va faire ces hypothèses-là, qu'on a une maladie, un trouble, quel qu'il soit, bref, un truc qui ne nous arrange pas. Je faisais ça avec le Covid à l'époque, mais c'est un peu vieux maintenant, qui touche une personne sur 1000 dans la population. Donc la probabilité qu'on ait la maladie, a priori, c'est 1 sur 1000. On sait qu'on a mis en place un test de détection qui est hyper bien. Il est fiable à 99% si vous êtes malade. Donc 99% des gens malades sont indiqués malades par leur petit test. Dans le même temps, il est aussi très très fort à savoir si vous n'êtes pas malade. C'est-à-dire si vous n'êtes pas malade, il va vous dire dans 99% des cas, vous n'êtes pas malade. On peut difficilement faire mieux. C'est vraiment le beau test, quoi. Il est vraiment bien. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de me dire, avec notre fameux théorème de Bayes, la probabilité de... Si jamais on regarde notre petit test, il est positif. Quelle est la probabilité que vous soyez malade? Et prenez un crayon, parce que vous n'allez pas le savoir tout de suite. Bon, après, j'ai compté ces 3 multiplications, une addition, une soustraction, une division. Je pense que c'est jouable. Si vous voulez faire des paris avant, vous pouvez y aller. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de faire des paris? Ouais. 9%. Ah ouais, ok. Un autre? Oui. Putain, vous êtes bien tous les mêmes, les gentils. Ou du sport en général. Aïe, aïe, aïe. Un autre pari? Un beau calcul?
il faut une petite formule des probabilités totales qui traîne, mais ça va. Dans le cas des probabilités totales, il n'y a que 2 événements possibles. Je ne le fais pas que pour le plaisir, parce qu'en fait, je vais vous montrer plein de trucs après, où on a facilement tendance à se dire « Ah, c'est trop bien l'approche probabiliste, les stats bayésiennes, etc. Il faut faire que ça. » Et je suis d'accord avec ça. Mais en fait, c'est juste pour montrer que ça vient avec un coût calculatoire qui est en général pas gratuit. Parce que même dans cet exemple absolument vraiment très facile, et il ne peut pas être plus simple que ça, il faut malgré tout faire un petit calcul. Et qu'en fait, dès qu'on n'est pas dans un cas caricatural comme celui-ci, les choses deviennent largement incalculables pour les homo sapiens avec plein de limites partout. Et puis aussi parce que ce truc n'arrêtera jamais de m'émerveiller. J'ai beau le savoir, le résultat, c'est juste, c'est pas cohérent avec ce que je pense. Et on essaie de faire le calcul. Après, je comprends le deuxième rang qui est déjà C'est loin le lycée. On a un embryon de quelque chose quelque part? Oui, non. Ouais. C'est ça, je trouve 9%, un petit peu plus de 9%. 9,01. 9,01639. Ça me va. Tout le monde est à peu près là? Ou en cours? Bon, allez, je ne vais pas vous torturer beaucoup plus longtemps. Regardez que vous aviez à peu près ça. C'est pas tant le résultat. Aussi, j'adore le résultat parce que ça déchire. Ça nous montre plein de trucs. Ça explique tellement de choses sur notre vie. Ça explique tellement de choses. Ça explique pourquoi les gens ont peur de l'avion. Ça explique pourquoi les gens ont peur de se faire cambrioler. Ça explique je ne sais pas combien de problèmes liés au complotisme, ce truc-là. C'est incroyable à quel point on est hyper mauvais en tant que gros primate à mettre à jour nos connaissances de manière correcte à partir de ce qu'on voit autour de nous. C'est-à-dire qu'on a une tendance à la surinterprétation qui est folle. On voit un truc une fois, on va avoir tendance à tirer des conclusions beaucoup plus que ce qu'on aurait tiré. Et ici, donc, pour revenir très très rapidement sur le calcul, on prend notre bête formule de Bayes, le prior, on l'avait exactement, cette loi-là, la vraisemblance, on l'avait exactement, et le seul truc à calculer qui était un peu compliqué, c'était ça, le terme de normalisation, comme je vous l'ai dit. Et là, effectivement, j'ai entendu le terme, la formule des probabilités totales, elle nous dit que la loi d'être malade, elle se passe que dans deux cas précis, ici c'est facile, c'est être malade si j'avais eu un test positif, ou être malade si j'avais eu un test négatif. Donc la probabilité de D sachant T, plus la probabilité de D sachant T bar. Donc on l'a ici pour la probabilité de D sachant T. Et on l'a ici, donc 1 moins 0,99, parce que ça, c'est la probabilité de D bar, donc on a juste à faire 1 moins, et puis on l'a ici. Bon, voilà. Donc on a un résultat qui vaut ce qu'il vaut environ 9%. Et en fait, pourquoi? Parce que, OK, on a eu un test qui était très efficace, il y a de grandes chances qu'on soit malade si on est malade et pas malade si on n'est pas malade avec le test, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, il y a quand même très peu de gens qui sont malades. Et que, OK, ce test est une information qui est pertinente et qui est assez fiable, mais ça reste quand même dans un monde où il y a très très peu de gens qui sont malades. Donc, c'est déjà beaucoup de passer de 0,01 à 9%. On a quand même multiplié, et là je pense que je vais foirer ma règle de 3 rapidement,
par 900, un truc comme ça. Non, par 90, la chance d'être malade. Donc on a quand même multiplié par 90 notre chance d'être malade en ayant ce test. Donc on a fait quelque chose dans notre cerveau. On a quand même dit, je prends largement en compte cette information. Mais quand même, calmons-nous pour tout un tas de choses. Par contre, ce mécanisme-là, il nous dit quand même quelque chose d'absolument fondamental sur qu'est-ce que ça veut dire apprendre. Apprendre, qu'est-ce que c'est d'autre que, à partir de nos connaissances initiales, développer un mécanisme de prise en compte de tous les stimuli et les interactions qu'on a avec notre monde extérieur pour avoir une nouvelle vision du monde plus en accord avec celui-ci. C'est exactement ça. Et l'avantage, c'est que c'est des maths ici. C'est un théorème, la formule de Bayes. Donc, il n'y a pas de « c'est la bonne façon » ou pas. C'est la façon dont ça marche. Et donc, c'est la bonne façon, entre guillemets, de quantifier. Alors, évidemment, je dis ça avec plusieurs guillemets parce que vous pourrez en reparler, mais pour nous, ce qui nous intéresse, la formule de Bayes est quand même une manière vraiment efficace et pertinente de prendre en compte la formation. Et pour tout ce qui est des choses qui nous intéressent, donc l'apprentissage au sens moderne, l'apprentissage artificiel, toutes les méthodes d'IA, etc., bah c'est du pain béni en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a énormément de stratégies de machine learning qui sont plus ou moins dissimulées, juste une interprétation ou une utilisation de la formule de Bayes. Comment maintenant, donc ça je vous ai montré dans un cas hyper simple où on prend juste à la place de t, de d, etc., on a juste un chiffre. Évidemment, dans la vraie vie, en fait, on va beaucoup plus s'intéresser à des quantités qui sont des distributions de probabilité. Et en fait, c'est parce que c'est là où on ne va plus regarder seulement les variables aléatoires, mais on va regarder la distribution entière. Et ça, c'est typiquement qu'est-ce qui se passe en vrai quand on fait quand on applique cette formule. Et donc, imaginons que maintenant, on n'a plus juste un nombre pour la probabilité de la théorie, mais on décide d'utiliser pour modéliser une loi de proba. Et donc, le prior ici, donc on lance une pièce, c'est des nombres de lancer de pièces. Donc, forcément, on va avoir un résultat entre la probabilité d'obtenir pile, donc le paramètre P dans une loi binomiale, typiquement. Imaginons qu'on se pense, on est quasiment sûr, avec grande certitude, que la pièce est biaisée pour tout le temps donner pile. Donc on peut, par exemple, établir cette loi a priori-là, qui est une espèce de, je ne sais pas, de loi exponentielle, machin truc, ou de bêta, bref, peu importe. En tout cas, on a beaucoup de masse ici. On a une grande probabilité autour des valeurs supérieures à 0,8. Et qu'est-ce qui se passe quand, en fait, on fait les lancers de dés? Donc, number of flips, c'est on lance des pièces les unes après les autres. Et la likelihood, la courbe en rouge ici, c'est donc, vous voyez ce que c'est qu'une vraisemblance, quoi. C'est la fonction, la densité associée à une loi de probabilité qui nous indique comment est-ce que les données se sont comportées. Et là, manifestement, nos données, elles nous disent, OK, on a un demi, enfin, on a pile face. Et en fait, la loi a posteriori, donc ce que je pense après coup, on voit qu'elle se met à jour à partir de la loi initiale qui était, on pense très fort que c'est pile, à petit à petit, on va tendre vers, les données nous indiquent qu'on est plutôt équilibré, donc on devrait aller se mettre à jour comme ça, au fur et à mesure des tirages, des expériences qu'on observe. Est-ce que ça fait du sens ce que je raconte là? Ok, personne n'est paniqué? Formidable. Une fois qu'on a ça, eh ben, on peut développer tout un tas d'outils extrêmement pratiques, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous intéresse énormément, et c'est pour ça que tout le monde fait des petits tests tout le temps, c'est de comparer deux groupes qui font deux choses différentes. Et bien ça, c'est un problème qu'on peut typiquement voir d'un point de vue probabiliste, en disant, je pars en grille d'une loi a priori de n'importe quel paramètre, là vous pouvez dire, je ne sais pas, à quel âge vous êtes entré en 6e, voilà. Autour de 10 ans, pour à peu près tout le monde, mais évidemment, ça dépend d'une personne à l'autre. Et je vais regarder deux groupes, je ne sais pas, deux groupes sociaux ou deux pays différents. Et ce que je veux, c'est être capable de dire, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux groupes-là? Et du coup, vous voyez, pour chacun des groupes en bleu et en rouge, je vais observer des points les uns après les autres. Et bien ça vous dit, à partir d'un même prior initial, comment est-ce que l'incertitude que j'ai sur le paramètre que je cherche à mesurer, à quel âge vous êtes entré en 6e, va se déplacer avec l'incertitude évidemment qui va aussi s'adapter, plus ou moins incertain. Donc là, on est vraiment très sûr d'être juste avant 10 ans et là après, en fonction des données qu'on obtient. Donc c'est ce genre de mécanisme-là qu'on veut utiliser pour modéliser donc ce qu'on pense sur un paramètre d'intérêt
tout en conservant une part de quantification d'incertitude en disant je pense que c'est à peu près ça, enfin c'est à peu près ça, je pense que les valeurs se trouvent dans cette région-là, et voilà comment je quantifie ça proprement avec des vrais objets mathématiques, des distributions de probabilité. Et voilà, et la façon dont je les manipule, c'est via la formule de Bayes. Et un truc qui est formidable, c'est que dans le cadre un peu classique, à chaque fois qu'on arrive avec un nouvel algo ou une nouvelle résolution du problème y est égal à f de x. Si j'ai y égale à f de x, qui est une régression linéaire, je sais comment résoudre ça. J'ai les moindres carrés. J'inverse mon système linéaire, c'est formidable. Si maintenant j'ai un polynôme à la place de f, du coup, c'est plus ax plus b, mais j'ai ax carré plus bx plus c. Et bien là, mes moindres carrés ils tombent à la poubelle. Et si maintenant c'est une exponentielle plus logarithme de machin truc. Enfin bref, on invente si on a une nouvelle fonction en tête, et ben à chaque fois, je dois avoir une nouvelle stratégie pour apprendre les paramètres de ce machin-là. Et c'est bien, on peut en faire quelques-uns comme ça, mais on n'a pas un temps infini quand même. Et puis au bout d'un moment, quand les modèles sont trop compliqués, on a juste plus de stratégie pour apprendre. La formule de Bayes, c'est peu importe le modèle, je m'en fous, je fais toujours la même chose. J'applique ma formule de Bayes, j'ai appris. J'ai appris quelque chose sur mes paramètres d'intérêt. Donc, c'est potentiellement dur à calculer, mais on a j'ai aucune idée comment on peut traduire ça, une principal way, c'est-à-dire un principe qui est un peu commun et général pour apprendre. Et on va essayer de le tirer à notre avantage, parce que, en plus de ça, pour revenir à ce problème initial, on a un objet que je ne vous présente plus maintenant, qui est absolument magique dans le monde des statistiques, qui sont les lois gaussiennes. Et il s'avère que les lois gaussiennes, en particulier, sont très puissantes pour faire justement de l'analyse des objets fonctionnels, parce qu'on peut définir ce qu'on appelle un processus gaussien, qui est une distribution a posteriori, comme je vous ai montré le petit IP de t là, mais donc pas sur un objet qui est d'habitude une variable aléatoire, un nombre, mais ici sur une fonction tout entière, c'est-à-dire sur une séquence infinie de nombres. Et comme toute loi gaussienne, c'est caractérisé par deux paramètres, une moyenne et une covariance. Alors, avoir bien en tête ici que c'est une fonction de moyenne et une fonction de covariance. Okay. Pour prendre les choses calmement, rappelons-nous que si on repart de la base, une gaussienne sur R, c'est donc, on a un paramètre d'intérêt qui est un nombre, s'il est centré réduit, et ben, du coup on a une moyenne en 0, et puis on a une variance qui est de 1, ça ressemble à ça. Donc, ce qu'on a ici, c'est un nombre dans R, ça c'est dans R, ça c'est dans R. Si on passe en deux dimensions maintenant, là vous voyez bien qu'on va avoir donc une espèce de voilà, une petite nappe avec une courbe dedans, et on a donc un vecteur de dimension 2, une moyenne en deux dimensions aussi, et là on commence à avoir une covariance dans R3, dans R carré, pardon. Enfin, non, pardon, dans R2, dans l'espace des matrices de dimension 2, je vais dire les choses correctement. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'en fait, un vecteur gaussien n'est rien d'autre qu'un vecteur dont les projections sur chacune des dimensions est toujours une loi gaussienne. D'accord ? En gros, ça veut dire que si je prends ça, c'est une gaussienne. Si je prends ça en cachant ça et ça, c'est une gaussienne aussi. Donc, je peux prendre des restrictions de mon vecteur. C'est la définition d'un processus gaussien. C'est un processus stochastique dont n'importe quelle restriction finidimensionnelle est un vecteur gaussien. Mais bon, je trouve que voilà, on comprend plus avec des dessins qu'avec cette phrase qui ne sert à rien. Et ben maintenant, vous avez compris que si je vous ai montré la dimension 1 à la dimension 2, c'est pour vous dire, eh ben, vous faites ça plein de fois, genre une infinité, par exemple, et ben, ça vous donne un processus gaussien. Et une bonne analogie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais moi, j'essaie de, voilà, vous prenez un très très long gâteau, et à chaque fois que vous coupez une tranche, c'est une gaussienne. C'est ça qu'il faut se dire. Donc voilà, n'importe où sur le monde continu, entre l'infini et plus l'infini, vous avez un gâteau, et ça vous fait une gaussienne un peu partout, et en fait, quand vous recollez toutes les tranches ensemble, ça fait votre gâteau complet qui est le processus gaussien. N'importe où je coupe, je vais avoir en fait cette loi gaussienne qui. Alors évidemment, là je vous ai montré le gâteau un peu nul, qui est une moyenne qui est constante à 0 partout, et qui a une covariance qui est pareil diagonale, avec juste des 1 sur la diagonale et des 0 partout sur la matrice de covariance, sur la fonction de covariance. Donc bon, celui-là, il est super nul. Il ne nous sert pas à grand-chose, mais il sert à poser les bases. Ici, on a défini
un processus stochastique, et donc une loi, pardon, a priori, pour nos fonctions, qui est un processus stochastique, et qui nous dit, ma fonction, en l'absence d'aucune information, je vais dire, elle doit se balader par là, autour de la moyenne, c'est ça qui est le plus probable. Elle peut être partout, mais elle est quand même vachement plus probable d'être ici. Okay, et ça a le gros avantage, je vous disais tout à l'heure qu'en général, on essayait d'estimer des fonctions en restreignant l'espace des fonctions, en disant qu'elles doivent être sur une forme paramétrique restreinte. Et bien là, on ne restreint absolument pas. On dit n'importe quelle fonction est possible. Mais il y en a juste certaines qui sont plus probables que d'autres. C'est ça qui nous intéresse. Toute la question maintenant, c'est de passer à ça qui est complètement inutile, à, quand je donne des données, est-ce que je suis capable d'aller justement modifier les tranches de mon gâteau pour qu'elles nous disent à quel point c'est plus ou moins par ici qu'elles se trouvent. Maintenant, par contre, et ça, en général, ça fait aussi un peu bugger la tête, on voit très bien qu'une loi de probabilité sur une pièce à pile ou face, entre 0 et 1, on comprend ce qui se passe quand on lance la pièce, soit c'est pile, soit c'est face. Si je lance en l'air la pièce d'un processus gaussien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'obtiens? Pour parler en maths, une réalisation de cette loi de proba-là, c'est quoi? Vous êtes encore timide ou pas sûr? Vas-y. C'est une fonction? Oui, absolument. C'est une fonction de R. Donc là, en fait, tu vas obtenir une fonction qui va faire sa vie. Mais sa vie, elle va la faire autour de là, probablement. Et très, très peu probablement autour de là. Parce qu'il y a peu de... Vous pouvez voir ça ici, c'est pour ça que je trouve que c'est assez parlant, comme vraiment une carte de couleur. Plus il y a de la masse, plus il y a de la couleur, plus il y a de la masse de probabilité que ce soit par là. Par contre, ça ne va pas faire que des fonctions constantes. C'est un tirage. Donc on a beau avoir une loi équilibrée 1,5, ça ne va pas faire tout le temps, ça ne va pas faire pile face, pile face, pile face. Il y a de l'aléatoire qui se balade. Donc là, pareil, il y a de l'aléatoire qui se balade. À chaque fois que je tire une fonction d'un GP, j'ai une fonction qui est scalée, quoi. Et c'est illustré. Ouais. Est-ce qu'on a une certaine garantie qu'on va avoir la réalisation d'un processus gaussien, la fonction va être suffisamment lisse et qu'on ne va pas avoir une probabilité forte ici, mais la probabilité forte là-haut et la probabilité. Eh bien, ça tombe bien, c'est parfaite transition. Il faut écouter ça. Voilà. Les propriétés d'un processus gaussien, ils sont en fait très largement encapsulés dans leur processus, dans leur fonction de covariance. La moyenne, elle va vous donner en gros la trajectoire un peu la plus probable. La covariance, elle va, en sous-jacent, en fonction de la forme de covariance que vous allez utiliser, ça va vous donner les propriétés de vos fonctions que vous pouvez tirer. Et donc, comment est-ce qu'on définit ces fonctions de covariance? Parce que ça, vous allez me dire, ah, ok, c'est une matrice de dimension infinie, c'est l'enfer, c'est pareil, on peut pas. En fait, comme ce que je vous parle depuis le début, on a des objets qui sont des fonctions, mais avec quoi on va bosser dans la vraie vie? Avec des observations qui sont finidimensionnelles. Donc, on va quand même bosser sur des matrices. Mais ces matrices sont construites à partir d'un objet qui peut être défini pour n'importe quel point. La différence, c'est que, quels que soient les instants, les endroits où vous allez couper votre gâteau, on peut recréer la matrice associée. C'est-à-dire que si vous coupez 1 milliard de parts de gâteau, je peux vous construire la matrice de taille 1 milliard fois 1 milliard qui va être la bonne avec les bons coefficients de corrélation, etc. Et vous pourriez choisir n'importe quel autre concept. Donc évidemment que dans la vraie vie, on va en choisir un nombre fini, mais on peut choisir n'importe lesquels. C'est en ça qu'on est sur une fonction. Et donc pour ça, on va utiliser pour remplir notre matrice, quelle est la valeur dans chaque croisement de ligne-colonne de ma matrice de covariance. Et on va utiliser ce qu'on appelle des noyaux. Des noyaux, c'est quoi? C'est des fonctions qui prennent en entrée deux éléments. Donc là, typiquement, 2 inputs, en fait. Dans le cas de notre nageur, 2 âges. D'accord? Vous regardez 13 ans et 11 ans. Et va vous dire, avec cette formule, quelle est la covariance qu'il y a entre la f de x et f de x'. Donc, la covariance entre les outputs est une fonction des inputs. Pour reparler ça autrement, la performance entre 2 âges est liée à la distance, est liée aux valeurs de ces 2 âges, et en général à la distance entre ces 2 âges. Donc en gros, ma performance à 13 ans et 13 ans et 1 heure est très corrélée, sont très corrélées entre elles. La performance que je fais à 10 ans et à 17 ans ont quand même des chances d'être beaucoup moins corrélées. C'est pour ça que quand on a les noyaux, sont souvent basés sur une notion de distance
Et là, je pense que vous voyez ça, x moins x' au carré, vous voyez tout de suite que c'est une distance, et que vous foutez une exponentielle et des croissances là-dessus. Donc en gros, ça vous dit, plus je suis proche, plus la covariance est grande, et plus je suis loin, et là, plus ce terme-là, il va tendre vers 0, et du coup, la covariance est petite. À l'extrême, évidemment, si on a deux points qui sont infiniment distants, la covariance est égale à 0. Et donc, je ne vais pas revenir là-dessus, ça s'appelle le kernel trick. C'est un magnifique résultat mathématique qui permet de dire, plutôt que nous bazarder un truc hyper compliqué dans justement des espaces dimensions infinies, blablabla, en fait, il suffit de remplir nos matrices de covariance avec ça. C'est-à-dire que voilà, pour tous les inputs que vous avez, vous calculez ce petit machin-là, puis vous foutez l'élément en question dans la matrice, vous créez votre matrice, et bien vous avez un GP avec une moyenne, un vecteur moyenne, une matrice de covariance qui a été remplie par rapport à ce noyau, et les fonctions que vous pouvez tirer sont là. Et quelles propriétés elles ont? Et bien avec un noyau de cette forme-là, qu'on appelle un noyau squared exponential, elles sont lisses, genre très lisses. Elles sont infiniment dérivables. C'est pour ça que c'est souvent un peu le choix standard, parce qu'on va avoir des fonctions très flexibles, qui sont donc voilà, infiniment dérivables, il n'y a pas plus lisse que ça, et qui sont capables souvent d'aller capturer plein de formes différentes de fonctions. Et puis là, ce que je te montre, c'est 3 tirages qui font que de changer. Là, c'est un GP qui est centré en 0 et qui, je ne sais plus, sa variance, enfin, sa matrice de covariance, on s'en fout. Et puis voilà, ça, c'est à chaque fois 3 réalisations différentes de GP. Et si maintenant j'utilise un autre noyau, ouais. Est-ce qu'il y a des extensions où ça génère des fonctions plus que de dimension? Oui, alors en fait, ça, il s'avère que tout ce que je vais vous dire là, à partir de maintenant, vous pouvez partir du principe que ça marche en version multidimensionnelle. Parce que, pourquoi? Qu'est-ce qui se change ici? Si tu n'es pas en dimension 1, tu as un vecteur x ici, un vecteur x' ici, et là, ce que tu as, c'est toujours une distance euclidienne entre deux vecteurs, qui sont, enfin, tu vois, tu peux très bien faire x de plusieurs dimensions, moins x' de plusieurs dimensions. Ce machin-là va toujours être une distance donc, entre deux vecteurs, mais ça va toujours être un nombre dans R. Donc, ce machin-là reste dans R. Donc, tu peux toujours, entre deux vecteurs, tu vois, entre deux points ici, tu peux tracer un nombre, mais entre deux points dans l'espace, tu peux aussi tracer un nombre, et qui va aussi te donner une valeur de covariance que tu peux aller plugger dans ta matrice, tout pareil. Et la définition du processus, c'est complètement transparent. Tu dis juste que c'est un GP dans R3, R2. Voilà. Donc, pour les biens de la visualisation, c'est beaucoup plus facile de voir des courbes, parce que si on se met dans R17, on ne peut plus le représenter. Mais ouais, tout ça, c'est absolument vrai si tu as des inputs qui sont multidimensionnels, il n'y a rien qui change dans tous les cas. C'est une des gros avantages. Si maintenant on prend un noyau périodique, en gros qu'on cale une espèce de sinus et un pi dans notre exponentielle, on a des fonctions qui répètent les patterns. Donc on est sûr, c'est pas genre, elles ont là pour le coup une grande probabilité de répéter les patterns, on est sûr qu'elles vont répéter le même pattern encore et encore. Par contre, d'un tirage d'une fonction à l'autre, c'est pas le même pattern qu'elle répète en fonction. Mais on sait que la fonction qu'on va tirer va forcément répéter ça. Si on prend en fait un cas particulier, avec ce noyau-là en particulier qu'on appelle le noyau linéaire, vous aurez compris pourquoi, on se rend compte que la régression linéaire est un cas particulier de la régression par processus gaussien. On peut l'avoir comme ça. Avec un noyau un peu restrictif, un peu nul, et ben en fait on est capable de juste avoir des droites obligatoirement qui peuvent fitter nos points de données. Donc en fait, la régression par processus gaussien, un espèce de genre de boss final de faire de la régression. Un boss final. En tout cas, il encapsule plein de méthodes qu'on connaît sous d'autres noms. Je ne sais pas si vous avez fait des SVM aussi, des support vector machine. C'est aussi, on peut aussi voir ça comme un cas particulier des GP. Donc si on arrive à résoudre des GP de manière un peu automatique et faire des trucs cool avec les GP, on se rend compte qu'on peut faire vraiment plein de choses. Parce que là, je vous ai montré 3 exemples de kernel, mais vous en avez toute une chier et vous pouvez faire plein de trucs. Après, tout ce que je vais vous raconter jusqu'à maintenant, n'a pas d'hypothèse sur les kernels, donc vous pouvez mettre n'importe quel kernel dans votre machin, vous pourrez faire quelque chose. Une chose dont je n'ai pas parlé, c'est la question des hyperparamètres. Les hyperparamètres, vous avez peut-être remarqué, certes, il y a x et y qui se baladent dans l'équation, mais il y a d'autres machins, là, des s carrés, des c, ce genre de choses. Ça, c'est des hyperparamètres. Et souvent, ils sont plutôt... je vais vous montrer ces deux-là parce qu'ils sont les plus emblématiques. Là, qu'on appelle paramètre de variance, et là, le paramètre de length scale. Eux, ils vont typiquement vous dire, OK, ces fonctions-là, on sait qu'elles sont infiniment smooth, mais quand même, quelles sont les propriétés
un peu plus fine de la fonction. Et en fait, ça va te donner la flexibilité sur les fonctions qui peuvent être modélisées. Typiquement, le paramètre de landscape, il va contrôler à quel point on peut faire des grosses vagues. Est-ce qu'on peut aller chercher des points qui ont 1000 de différence ou pas? Et pardon, ça c'est le paramètre de variance, excusez-moi. Et la landscape, c'est plutôt est-ce qu'on fait des longues vagues? C'est-à-dire, typiquement, est-ce que 2 points à distance 7, donc 10 ans et 17 ans, est-ce qu'il y a encore une covariance entre les deux ou pas? Est-ce que la covariance est à 0 ou est-ce qu'elle est encore significative? Voilà. Et donc, en fonction, on va modéliser plutôt des fonctions qui font ça, ou plutôt des fonctions qui font des grands mouvements. Et donc, ces hyperparamètres, ils sont pas mal parce qu'ils viennent là nous donner de la flexibilité en disant mettre un prior gaussien sur une fonction, un GP sur une fonction, c'est dire, OK, je pense que ma fonction ressemble plutôt à ça, mais j'ai quand même ces paramètres qui permettent d'ajuster et de donner un peu de flexibilité que je vais pouvoir apprendre à partir des données. Donc, je vais pouvoir raisonner par maximum de vraisemblance en cherchant justement, à partir des données, quels sont des paramètres optimaux qui me permettent de bien fitter ma fonction. Est-ce que je vous le censure? Je vous le censure. Ouais, en une seconde. Pourquoi est-ce qu'on fait ça avec des processus gaussiens et pas avec des processus tout et n'importe quoi? Parce que la propriété gaussienne, elle est trop forte. La propriété gaussienne, elle vous dit que corrélation égale à 0 est équivalent à indépendance. Et ça, c'est la seule et unique loi qui fait ça. Et si vous n'avez pas ça, vous avez perdu. Pourquoi? Parce que là, on bosse avec des fonctions. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les fonctions, il y a les choses que vous observez, mais la vaste majorité des trucs, c'est ce que vous n'observez pas. Parce que partout où il n'y a pas un point, c'est qu'il y a un trou. Et ça, cette petite intégrale, elle vous dit qu'un GP, qui est un objet multidimensionnel, etc., si donc on a des choses qui sont manquantes, on peut intégrer sur ce qui manque, et en fait, ça reste toujours gaussien, et ça ne dépend que de ce qu'on a observé. Une façon très brutale de dire les choses, c'est tout ce qu'on n'a pas vu, on s'en fout, globalement. Donc, juste faire nos calculs, optimiser nos hyperparamètres, faire nos prédictions, etc., juste sur ce qu'on a vu, ça suffit. Parce qu'on n'a accès qu'à ça, le reste, on peut l'ignorer, ça ne change rien. Et ça, c'est magique, c'est la propriété de marginalisation des gaussiennes, et on a aussi la même propriété sur le conditionnement, c'est-à-dire que si maintenant on dit qu'une fonction, c'est un grand vecteur de taille infinie avec les f qu'on a observés, les f qui sont manquants, on écrit ça comme ça, pareil pour la moyenne et la covariance, on fait une espèce de covariance avec ça, c'est observé, c'est manquant, ça, c'est des termes croisés, et bien ça, c'est toujours vrai. C'est-à-dire, si on conditionne les valeurs, la loi de la fonction qui est manquante, conditionnée sur les valeurs observées, donc sachant ce qu'on a observé, quelle est la loi de ce qui est manquant, et ben ça reste une loi gaussienne, et on a surtout une formule analytique pour le trouver. Et ça, c'est la formule magique des GP. Vous allez la voir partout si vous faites des processus gaussiens dans votre vie. Ça vous dit comment trouver la moyenne, comment trouver la covariance. Et là, vous avez tout de suite compris pourquoi ça nous permet de tout faire. C'est-à-dire, OK, on a observé quelques points, mais je suis capable de donner la loi de n'importe quel endroit qui est manquant. Donc, je suis capable, en fait, de tracer ma courbe partout, à partir de ça. Et c'est trop fort, c'est puissant. Et on pourrait discuter la formule, mais on n'a pas le temps de faire ça. Donc, à quoi ça ressemble avec des machins qui bougent? D'abord, on met un prior sur notre fonction. On ne sait pas grand-chose. On dit ma fonction, je ne sais pas, elle est autour de 0, on s'en fout, peu importe. Ce n'est pas hyper important. D'ailleurs, les gens, en général, ils disent on met un prior à 0, ça n'a aucun intérêt. Je vous essaierai de vous montrer pourquoi. Tout mon travail de thèse, ça a été de dire aux gens non, on peut faire plus intelligent que ça. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on va entraîner les hyperparamètres. Si je dis, attention, moi, ce que j'ai recueilli, ces points de données, ils sont là. Alors, vous voyez que là, qu'est-ce qui a changé? On n'a toujours pas, les fonctions, elles ne passent pas par les points. Mais pour l'instant, c'est parce qu'on n'a pas fait le conditionnement. Ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a entraîné les hyperparamètres, donc on lui a dit, adapte-moi la forme des fonctions pour qu'elle soit capable de fitter un truc qui ressemble à ça. Genre une petite vague un peu lente. Donc là, vous voyez, vous avez des variations qui étaient un peu plus intenses. Là, en fait, les fonctions qu'on tire se sont adaptées à des vagues un peu nulles, enfin un peu lentes, quoi. Donc c'est ça que ça veut dire entraîner les hyperparamètres. Donc ça, maximum de vraisemblance, c'est ça. Et maintenant, on a la magie qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on s'en fiche un peu de la moyenne? Parce que quoi que vous ayez défini comme moyenne a priori, dès que vous appliquez pour la première fois le conditionnement que je vous ai montré, on conditionne sur les points observés, on a observé un point de données. À partir de là, toutes les fonctions qu'on va tirer doivent, alors dans le cas de figure où il n'y a pas de bruit, passer exactement par ce point, et si jamais on rajoute un petit terme epsilon de bruit, passer proche du point. Et maintenant, n'importe quoi que vous allez tirer va passer par là. Et là, c'est une question de représentation.
quand on adore faire des gifs et qu'on peut faire ça en HTML, on représente en général, on aime bien tirer des échantillons parce que ça nous dit bien la forme des fonctions qu'on peut avoir. Mais quand on a des PDF statiques, il faut s'en remettre à autre chose. Donc souvent, on représente les prédictions des GP comme ça, avec le processus moyen ici en violet, et autour, ce qu'on appelle un intervalle de crédibilité, ici à 95%. Donc il y a attention qu'il n'y ait pas un intervalle de confiance, c'est vachement mieux, parce que les intervalles de confiance, si quelqu'un comprend ce que ça veut dire dans la vraie vie, il faut qu'il m'appelle. C'est exactement ce que vous voulez quand vous calculez un intervalle de confiance, c'est-à-dire la proba de se trouver dans le machin rose, c'est 95%, c'est 0,95. Voilà, fin de l'histoire. Le truc qu'un humain comprend. C'est pas le si jamais je tirais 100 échantillons, pareil, il y en aurait 95 qui contiendraient de vrais paramètres. Quoi que ça veut dire. Donc, ces deux machins-là sont la même chose. Ici, on a juste tiré des échantillons de cette loi-là, en gros. Et puis maintenant, on conditionne sur un deuxième point. Donc là, on voit qu'on a des contraintes qui se sont ajoutées. Et à droite, on voit qu'on a eu une réduction de l'incertitude, parce que vu qu'on a eu des données, notre incertitude s'est réduite là au minimum, parce qu'on sait qu'on passe par les points. Elle s'est adaptée partout. Et puis quand j'observe encore d'autres points, on a toujours plus de contraintes qui s'appliquent. Et on voit que à partir de là, grâce à la formule qu'on a vue tout à l'heure sur le conditionnement des Gaussiennes, notre variance s'adapte pour diminuer autour des points observés et pour rester là où on n'a pas trop d'observations, et la moyenne se fixe autour des points. Donc, cette méthode-là est aujourd'hui donc un algorithme très classique de machine learning, au même titre que sont les réseaux de neurones, même si c'est plus connu, qui donne des prédictions probabilistes et qui est une méthode non paramétrique dans le sens où on n'est pas fixé sur un nombre de points de données, il n'y a pas de paramètres à estimer, c'est des hyperparamètres. Par contre, pourquoi est-ce qu'on en entend moins parler avec les réseaux de neurones? Pour ça. Parce que la complexité, donc le temps de calcul est en n cube. N étant le nombre de points d'observation. Et cube, ça fait très très mal pour ceux qui sont. Ça coûte cher, c'est-à-dire que si j'ai 1000 points de données, ça va me coûter 1 milliard de temps à faire, parce qu'en gros, il faut inverser une matrice, et quand on inverse une matrice, ça coûte n cube. Heureusement, il y a plein de gens qui ont bossé là-dessus pour réduire ça évidemment. Donc aujourd'hui, on peut malgré tout faire des GP avec des millions de points, ça se fait bien. Mais en gros, pour résumer ça encore extrêmement trivialement, d'un point de vue mathématique et propreté du modèle, c'est beaucoup plus propre que les réseaux de neurones. Par contre, il n'y a pas la descente de gradient, et la descente de gradient, c'est triché. C'est vraiment trop fort. La descente de gradient, en gros, une descente de gradient, c'est nul, mais par contre, le fait de pouvoir en faire 1 milliard, ça rend le truc trop fort. Et en fait, vu qu'on peut en faire 1 milliard très très vite, ça bat toujours ce truc-là qui est très joli et très élégant. Pas toujours, parce que ça marche mieux. Mais en gros, sur des problèmes, genre des images où on a des millions et des millions de pixels, ils ont gagné. Parce qu'ils ont fait plein de fois un truc sale, et que là, on peut faire que une fois un truc joli. Qu'est-ce que ça donne, ça? Donc ça, c'est formidable. Alors là, moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ok, c'est trop cool. Je jette à la poubelle le bouquin de FDA, ça ne m'intéresse plus du tout, les spins et tout ça. Je veux modéliser toutes mes fonctions avec ça. Et c'est vrai, ça déchire. Franchement, modéliser des fonctions avec des GP, c'est trop trop bien. Donc là, tant qu'on a des points de données qui sont en noir, la vie est belle. On adapte, on a quantification d'incertitude, c'est trop bien, ça lisse parfaitement bien. Et ensuite, il y a les points en rouge qui sont la vérité, mais que j'ai caché pour le bien de la cause. Donc les testing points pour les gens qui sont familiers. Parce que nous, maintenant, on veut passer à une autre étape. Nos petits nageurs, on veut prédire ce qu'ils vont faire dans le futur. Et là, on s'aperçoit que c'est bien, mais c'est pas beaucoup mieux que les spins, en fait. Parce que tant qu'on dit quelque chose, on le dit bien, quantifie bien l'incertitude, mais à partir du moment où on n'a plus de données, on n'est pas magicien, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'avantage, c'est qu'on ne fait plus le truc débile de partir tout droit, mais on plonge à une valeur qui est la seule qu'on ait en l'absence de données, c'est-à-dire la valeur a priori. Donc le fameux prior que vous avez spécifié au début, qui était en général 0, vous allez plonger la valeur 0 au bout d'un certain temps quand, en gros, l'influence de ces points-là est trop éloignée. Et puis vous allez avoir explosion de votre incertitude. Ouais. Donc là, si les points, ça représente les performances d'un seul nageur, c'est-à-dire que pour entraîner le processus quotient, on utilise seulement l'historique d'un seul nageur. Alors qu'on pourrait aussi utiliser, j'ai deux nageurs qui se ressemblent et qu'on utilise des performances, et du coup, je sais que le nageur qui a 50 ans, qui lui ressemblait physiquement, qui avait les mêmes performances. Tu as vraiment toujours des très bonnes idées, une slide à l'avance. Écoute, je te ramène.
5 ans en arrière maintenant et tu peux refaire ma thèse. Voilà, je me suis dit la même chose. Donc, excellente intuition. Tu as les mêmes idées que moi, donc forcément, je la pratique. Ouais, c'est exactement ce que je me disais, c'est quand même trop con. Là, ok, on voit que pour une personne, si on fit 1 GP par personne, ok, c'est joli quand on a des points, mais on n'est pas capable de dire grand-chose avant, après, enfin bref, quand on n'a pas. Par contre, ouais, qu'est-ce qui ressemble plus à un nageur qu'à un autre nageur? Pas grand-chose. Et c'est pas un problème qui est spécifique aux nageurs, en fait. Il y a plein de gens qui reproduisent les mêmes expériences où on collecte des points sur plusieurs personnes, ou pour plusieurs, je sais pas, plusieurs machines qui font la même chose, bref. Et ce problème-là, il est connu... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça, peut-être, pardon. Si on rajoute des points de données, après parce que la transition était parfaite, donc quand maintenant les points, quand ils basculent en noir, ça veut dire qu'on les observe, on voit que la prédiction, elle s'adapte. Donc c'est quand même super cool. Hein. Maintenant, j'ai des nouvelles données, ça s'adapte, mon incertitude se réduit, ma trajectoire, bref. Enfin, la vie est belle, quoi. Si on observe les points, tout va bien. C'est quand on ne les observe pas que c'est plus compliqué. Et ça, du coup, je voulais faire marcher tout à l'heure, mais ça panique. Alors, ceux qui veulent, ils peuvent scanner le QR code et ils peuvent faire joujou avec des GP en faisant clic-bouton sur leur téléphone. Voilà. Éclatez-vous. Et à la base, ce que je voulais vous faire, c'était vous faire collecter les points et ensuite appliquer l'algo en question, mais je n'ai pas réussi à me loguer sur mon Google Drive. Donc, c'est vraiment l'erreur débile. Voilà. Donc, ce problème-là, on l'appelle le problème du learning multitâche. C'est-à-dire on a plusieurs tâches ou plusieurs individus, ou bref, plusieurs sources de données qui, entre guillemets, se ressemblent. On a observé des trucs homogènes. Et on veut utiliser la force du groupe pour améliorer les performances individuelles, que ce soit en prédiction, en explication, en clustering ou quoi que ce soit. Et en fait, l'idée derrière le modèle que j'ai proposé, qu'on a appelé Magma, parce que mon encadrant, il adore les acronymes à la con. On a chopé le M là, le A là, bref, on y arrive quoi. Mais au moins ça donne un truc facile à retenir. C'est de proposer plutôt que regarder ce problème-là, qui était celui qu'on regardait ici. On a un individu YI, l'index I, il est pour l'individu spécifique, est égal à FI plus un bruit. On va introduire un autre processus qu'on appelle mu0, qui est un processus moyen. Et on va dire, toi aussi, tu es un GP. On part du principe que c'est un GP. F de I, c'était l'hypothèse originale, on modélise notre fonction par on a un prior qui est gaussien. Et le bruit, il est gaussien aussi. Alors, vu qu'on est dans le monde des fonctions, c'est aussi un GP, mais enfin, n'ayez pas trop peur, c'est comme dire un modèle où tout est gaussien. Et en fait, si on fait cette hypothèse, alors ce mu0, tu vas me dire, c'est un peu de la magie, parce qu'on n'a rien observé ici. Ouais, c'est ce qu'on appelle un processus latent. C'est une quantité non observée qu'on ne connaît pas, qu'on va essayer d'estimer dans le modèle. Et en fait, on dit que conditionnellement à mu0, c'est-à-dire que si jamais on connaissait le processus moyen, c'est-à-dire si on connaissait la tendance qu'un nageur de base, le nageur lambda, c'est quoi sa trajectoire à lui, et bien en fait, on peut considérer que, c'est pas on peut considérer, c'est mathématiquement, la loi de notre nageur I, sachant la tendance moyenne, c'est un GP centré en mu0, la tendance moyenne, avec une covariance qui est individu spécifique. Donc en gros, on est en train de dire un nageur, c'est quoi? C'est un nageur de base, un nageur lambda, et puis un machin qui se balade autour. C'est une petite perturbation autour d'un procédé qui est central. Ok? Ça paraît pas déconnant intuitivement. Et en fait, on va se rendre compte que ça peut être très puissant pour la prédiction. Donc ça, c'est ce que je vais vous raconter. C'est un GP unifié, un framework, donc un cadre unifié où il n'y a que des GP. C'est formidable, tout marche bien mathématiquement. Et ça a un énorme avantage, c'est que ça gère de manière absolument naturelle et triviale les données irrégulières observées. Parce qu'encore une fois, on s'en fout, c'est que des GP, c'est que des fonctions. Donc le fait que notre ami qui avait des points rouges, il était observé à 10, 12, 14 ans, 17, et son pote, lui, il était observé à d'autres moments, c'est pas grave, parce que tout ce qu'on va regarder, c'est des fonctions qui ont été observées à certains endroits, et partout ailleurs, on est capable de les prédire. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est juste regarder tout le monde comme une fonction que je vais chercher à prédire partout. Et puis, comme ça, on va essayer de voir si ça nous aide pour le reste. Petite difficulté technique, on a des hyperparamètres, donc les θ, etc., qui sont dans les noyaux de covariance dont je vous parlais. Nous, on veut les apprendre par maximum de vraisemblance normalement, mais on a mu0, parce que là, on a un peu triché, tout a l'air beau comme ça, mais mu0, on ne connaît pas. Donc, on veut l'estimer. Comment on l'estime? On est dans un modèle probabiliste, formule de Bayes, c'est tout. Le problème, c'est que notre formule de Bayes, elle dépend des hyperparamètres et notre maximisation de la vraisemblance, elle dépend de mu0. On a une dépendance entre les deux. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'algorithme EM pour Expectation Maximization. C'est un truc qui est hyper classique dans ce genre de cadre où à une étape, on calcule en gros
la loi de Bayes, donc la loi de mu0 qu'on ne connaît pas, sachant les données. Donc on calcule le postérieur de mu0 en faisant comme si les hyperparamètres étaient connus et fixés. Et ensuite, à l'étape M, on fait comme si la loi de mu0 était fixée et on optimise les hyperparamètres. On fait du maximum de vraisemblance comme si mu était fixé. Donc en gros, on en fixe un, on optimise l'autre, on calcule la postérieure, et puis on alterne entre les deux étapes. On part d'une initialisation, on alterne, pif paf, et ce machin-là, on sait que ça fait... Il y a donc une preuve théorique qui nous dit qu'à chaque itération, ça augmente la vraisemblance. Et donc, on sait, à un moment, on va converger vers une vraisemblance qui va atteindre, on espère, un optimum local. Et donc, on devrait avoir des quantités optimales pour ces deux machins. Et c'est vrai, en pratique, ça marche très très bien. Pareil, je vous censure le fait que c'était compliqué. Ça m'a pris 9 mois à faire des calculs complètement dans le vide pour comprendre comment est-ce qu'on utilisait ça pour faire de la prédiction. Et c'est pas grave si vous avez des questions là-dessus, vous en reviendrez à nouveau les graphes. Et à la fin des fins, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est capable de refaire exactement le même machin que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a tous les points qu'on a observés, on a tous les points qu'on n'a pas observés, on en fait une espèce de grand vecteur bizarre. Sauf que maintenant, on conditionne aussi sur les données de tous les autres gens. C'est pas que pour une seule personne, c'est les prédictions pour une personne, mais conditionnées au fait qu'on a observé aussi d'autres gens. Mais la formule, elle reste absolument valide dans ce cas-là. On est toujours capable de ressortir que ça reste gaussien. Pareil, il y a un peu de boulot, il y a des intégrales à faire, mais ça se fait, quoi. Et on a une formule qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à l'ancienne, sauf que ces quantités-là et ces quantités-là, les processus moyens sont plus le bête 0 qu'on avait mis au début, mais c'est le fameux mu0 qu'on a introduit, le mu0 latent qu'on a introduit dans le modèle et qu'on a appris à partir des données. C'est lui qui intervient, et vous allez voir comment est-ce qu'il s'applique. Et on a la quantification de certitude. L'important, c'est que là, on a des équations en forme close, analytique. Donc tout ça, c'est hyper facile à calculer et à implémenter. On n'a pas d'histoire d'approximation, etc. Tout ça est exact. Et bref, si vous voulez, vous lire le papier, bon, c'est 40 pages, donc c'est moins drôle. À quoi ça ressemble maintenant? Les exactes mêmes données que celles que je vous ai montrées sur la prédiction pour avec un GP tout seul. Tant que vous avez des données, la vie est belle, ça marche pareil comme d'habitude. Maintenant, ici, vous n'avez plus de données. Les points rouges, c'est les points de testing, mais vous avez ce petit machin qui est apparu, qui est en pointillé, qui est mu0, la moyenne de notre processus moyen, un peu mal à la tête, qui nous dit qu'en fait, en l'absence de données pour cet individu, la trajectoire des autres va vous aider à retrouver quelle est la prédiction la plus probable. Et avec une quantification d'incertitude, l'incertitude, au lieu d'exploser complètement, va y avoir deux phases. Une phase pendant laquelle on n'a pas d'informations sur notre individu, donc ça augmente quand même l'incertitude, mais on en a quand même sur les autres, donc c'est OK. Et quand on n'a plus de données du tout, ni pour lui, ni pour les autres, on a encore une incertitude qui réaugmente une deuxième fois. Mais on arrive à avoir des trajectoires à partir de ça qui sont beaucoup plus fidèles, et on garde cette propriété que même si on rajoute des points pour lui, eh ben, il va se réadapter en priorité à ces points à lui. Et pour comparer ça avec l'approche précédente, pour éviter juste vous rappeler, pareil, en noir c'est observé, en rouge c'est les points de testing. Vous voyez qu'avec le GP classique, une fois qu'on n'a plus de points, on dit rien d'autre que 0. Et là, les petits points en couleur, c'est les points des autres nageurs, des autres individus. Enfin là, ce n'était pas les nageurs, je crois que c'était de données simulées, ça mais peu importe. Donc tous ces petits points de couleur, ils vous servent à apprendre en pointillé le mu0 du modèle. Et en fait, quand il n'y a plus de points en noir, le processus bleu pour cet individu en particulier va aller suivre la tendance du processus en pointillé et va être capable de donner des prédictions, même loin dans le futur, qui sont beaucoup, beaucoup plus pertinentes. Parce que comme tu l'as dit, on a déjà des gens qui ont fait ça. Donc autant les utiliser. Donc en fait, on a étendu le champ d'applicabilité des processus gaussiens à quelque chose de beaucoup plus prédictif et de beaucoup plus... dans le cas de figure, évidemment, ce n'est pas pour tous les GP, mais dans le cas de figure où on a du multitâche, c'est-à-dire qu'on a plusieurs processus, plusieurs sources de données qui nous donnent potentiellement des observations pas au même endroit ou pas au même instant, ou bref, on a créé un procédé qui permet de les faire communiquer entre eux. Et communiquer entre eux de manière hyper efficace parce que c'est implicite à travers un processus moyen. Et ça, je vous ai parlé tout à l'heure du coût calculatoire en n-cube. Des gens avaient pensé à faire ça avant, mais à faire transiter l'information par une matrice de covariance. En gros, ils déterminaient une covariance entre chaque individu. Du coup, ça faisait une très, très, très grosse matrice de la taille, le nombre d'individus fois le nombre de points de temps, qui pouvait être un truc énorme. Et ça, vu que c'est au cube, parce qu'il faut l'inverser, ce machin-là est une usine à gaz de l'enfer.
Donc en fait, la façon dont on faisait ça, l'approche multitâche, était globalement inapplicable dès qu'on avait plus que 10 ou 15 personnes et 20 ou 30 points de temps, quoi. L'avantage ici, c'est qu'on est très très parcimonieux parce que vu qu'on utilise le processus moyen, on ne passe pas par la matrice qui doit être inversée. Donc finalement, ici, le temps de calcul est linéaire en le nombre d'individus. C'est-à-dire que appliquer ça et faire tout le monde en même temps, c'est la même chose que faire chaque personne séparément. Donc finalement, tu as 1000 individus à analyser. Tu peux soit les faire un par un avec un GP normal et avoir ça, ou tu peux les faire 1000 d'un coup et avoir ça pour les 1000 individus. Mais les mêmes prédictions. Donc là, on a vraiment gagné parce qu'en fait, quasiment gratuitement, on a des prédictions largement améliorées pour un coût calculatoire qui est équivalent. Ouais, parce que du coup, c'est... Ouais. Vas-y. Les GP, c'est des modèles bayésiens. Ouais. J'ai pas compris dans le modèle Magma à quel moment ils sont des Tout au début. Tout au début, c'est... Alors en fait, tous les objets restent des GP tout du long. C'est ça qui est beau. On a 3 prières. Ouais. Regarde, hop, c'était là au début du modèle. Là, tu as les assumptions de base. Mu0, c'est un GP, FI, c'est un GP. Bon, ça, c'est le bruit, et là, c'est un GP aussi. Voilà. C'est des GP au début, tu as juste à dire c'est des GP, je ne sais pas ce que c'est. En fait, là, en plus, tu n'as pas à dire grand-chose. Hein. Tu dis juste, ouais, bah, c'est une fonction. En fait, ce que tu dis, c'est une fonction. Je ne sais pas trop où elle est, mais les données vont me le dire, en fait. Les données vont permettre d'apprendre les hyperparamètres, donc ils vont apprendre les variations de la fonction, et ils vont apprendre aussi la moyenne grâce à la formule de conditionnement, donc il va me dire où est cette fonction. Donc en gros, ça va te dire autour d'où c'est, quel type de variation elle a, donc quel type de variation elle devrait avoir dans le futur et aux endroits où tu ne l'as pas observé. Et en plus de ça, elle va te quantifier à quel point tu es sûr de te trouver à ces endroits-là par rapport au niveau, à quel endroit tu es par rapport au point de données. Alright. Mais le M0, pardon, Ouais, celui-là, c'est la personne qui... Ouais, en fait, moi je prends 0,1. Celui-là, je l'ai mis, je l'aime bien parce que les gens, pareil, les gens des GP, ils disent on s'en fout, mais 0. Parce que n'importe comment, ta formule de conditionnement va te la mettre autour de tes points. Okay. Mais moi, j'ai tendance à dire oui, mais non, parce que si tu as de l'information expert, si tu as un entraîneur qui te dit un 100 mètres nage libre, ça se court en 55 secondes et pas en 80. Et bah, si tu observes 10 000 nageurs, tu t'en fous complètement. Cette information va être écrasée. Comme dans le coup, c'est des lancers de pièces. Tu as 100 lancers de pièces, même si tu avais mis un prior complètement dans les choux, ça va se recentrer. Mais si tu as 5 nageurs, c'est pas idiot de l'aider un peu. Donc moi, j'aime bien l'inclure dans le modèle parce que ouais, tu peux introduire l'information expert de manière complètement naturelle. Et ça, c'est encore une fois un truc que dans un cadre non probabiliste, les gens, ah oui, mais comment est-ce qu'on peut aider le modèle avec les humains, l'interaction en machine, blablabla. Enfin, on est obligé de faire des trucs complètement délirants ou des heuristiques. Là, c'est même pas un sujet, en fait, c'est directement dans la loi dès le début. Tu dis, hop, je fous ce prior-là. Et c'est aussi souvent les gens qui ne font pas de bayésien, ils disent, ah, mais avec un prior, on peut faire n'importe quoi, on peut influencer nos résultats, etc., blablabla. Et c'est vrai. Mais en fait, c'est bien. C'est bien parce qu'avant de faire de l'intelligence artificielle, on a plein de gens hyper intelligents, en fait, chez les humains. Donc, utilisons ça. Foutons de l'intelligence humaine là-dedans, et c'est très bien d'avoir un prior qui influence pas tout. Non, ça va fait que sur la tendance. Donc, sur la tendance moyenne. Par contre, la forme du noyau que tu prends pour la covariance va avoir une influence. Parce que tu vois, typiquement, tu mets un noyau périodique, toutes les fonctions que tu vas sortir seront périodiques. Et évidemment, tu mets ça sur des données qui ne sont pas périodiques, ça va faire n'importe. Tu vas avoir un truc qui varie comme ça, qui va essayer d'approximer un truc qui ne varie pas, donc ça va faire des toutes petites vagues toutes nulles autour d'une droite. Bref. Il faut quand même être un peu intelligent à ce niveau-là. Hein. Il y a quand même du boulot de modélisation, mais ça, c'est pour ça que vous êtes à l'ENSA. Il faut poser les bons modèles, quoi. Bla. Ouais. Et maintenant, parce que quand même, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, et ça a l'air magnifique quand je vous le dis comme ça, mais est-ce qu'on peut vraiment dire tous les nageurs sont issus du nageur originel c'est tous les mêmes? Non. Il n'y a pas un processus moyen qui nous dit tout le monde est autour de cette moyenne-là, et on a juste des petites perturbations autour. C'est complètement irréaliste de penser ça. Certes, pour les nageurs, ce n'est pas complètement faux, mais pour plein d'autres problèmes, ce n'est pas le cas. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas coupler ça? On avait vu long time ago qu'on pouvait faire du clustering de nageurs. En fait, on peut faire du clustering de plein de choses. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser la stratégie de clustering pour améliorer nos prédictions? C'est-à-dire, on ne va plus avoir un seul mu0 au milieu, mais on va faire cette hypothèse que chaque individu, il appartient à un groupe, il y a des gens qui se ressemblent, et que peut-être, si on met un processus moyen spécifique par groupe,
on va être capable de faire des prédictions cluster spécifiques. C'est-à-dire, je vais faire des prédictions grâce aux gens qui me ressemblent. Et je ne vais pas prédire les performances de Florent Manodou à partir de celui qui fait 1 heure de piscine le dimanche. En tout cas, on va éviter. Donc, sachant que j'appartiens à un certain cluster, j'ai un processus moyen à moi, du cluster K, et en fait, le modèle, il tient encore debout comme ça. Sauf que, alors je vous la fais un peu courte, mais on va avoir du coup une variable en plus qui arrive, qui est la variable de clustering. On ne va plus avoir en sortie, enfin, du coup, le processus moyen individuel ne va plus juste être un GP, mais ça va être ce qu'on appelle un mixture de GP et un mélange de processus gaussien. Et en fait, qui est juste une combinaison linéaire de gaussienne pondérée avec un poids ici qui est entre 0 et 1 et qui va dire à quel point j'appartiens à ce cluster-là. Je suis 40% dans ce cluster, 50% dans ce cluster, etc. Et blablabla, là c'est pareil, je censure un peu, très très vite. Dans le modèle, on a mis un petit peu de flexibilité, enfin un trade-off entre flexibilité et parcimonie, parce qu'on peut considérer que les hyperparamètres des noyaux de covariance, vu qu'on a plein de gens, on peut considérer que tous les individus, ils ont les mêmes hyperparamètres, et auquel cas on va partager beaucoup d'infos et on va avoir très peu de choses à apprendre en fait de nos données. Ou alors on peut considérer que chaque individu a sa propre trajectoire à lui. Qu'est-ce que ça va changer typiquement dans le monde périodique? Du coup, si un individu il a des périodes plutôt, enfin, il est fort, je sais pas, tous les 6 mois, et un autre il est fort tous les 3 mois, et en ayant ce modèle-là, il va être plus flexible. Mais potentiellement un peu plus dur à entraîner, parce qu'il y a plus d'hyperparamètres, enfin bref, c'est des problèmes d'optimisation. Je laisse ça aux gens qui savent faire. Mais vous avez plusieurs possibilités dans le modèle. Et en fait, ce que ça nous dit, c'est que toujours pareil, on a notre formule magique qu'on adore trop. La seule chose qui est en plus, c'est tout ce qui est en vert. C'est-à-dire que conditionnellement au fait qu'on est dans un cluster, on a exactement la même formule que précédemment, qui est notre formule de prédiction cluster spécifique. Donc pour chaque cluster, j'ai une probabilité qui est toujours un chiffre entre 0 et 1 d'y appartenir. Donc j'ai une prédiction pour si j'étais dans ce cluster-là. Et j'ai ce petit nom qui est absolument capital, qui est a posteriori, après avoir vu les données, quelle est la probabilité que j'appartienne à chacun des clusters. Donc en fait, quand on intègre, et ça c'est pareil, il faut faire intégral, bref, si ça vous éclate, il y a encore une fois les 50 pages du papier. Quand j'intègre sur cette variable, j'obtiens pour ma prédiction finale, pour mon nouvel individu à des points de temps non observés, une combinaison linéaire de gaussienne pondérée par la probabilité d'appartenir à chaque cluster. Donc en gros, je vais avoir 50% de ma proba d'être dans celui-là, plus 40 d'être dans celui-là, plus 10 d'être dans celui-là. Et ça me fait une prédiction finale. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc on était parti de là, si on se rappelle bien, avec un GP normal, noir observé, rouge à prédire. On est passé par ici avec le modèle Magma. Donc là, vous voyez tous les petits points en couleur, c'est les autres points de temps d'autres personnes. Vous voyez que dans ce cas de figure-là, on n'a pas tous les individus qui suivent la même trajectoire. Ça a l'air plus compliqué que ça. Donc on arrive quand même à faire un truc qui n'est pas complètement débile. On a une espèce de tendance centrale qui est entre les patterns et on a notre incertitude. On se rend compte qu'avec ce modèle, elle est plus adaptée. Elle a capturé les points, la vérité. Et on a une tendance qui est pas ouf, mais ça va. Et voilà ce qu'on arrive à faire avec MagmaClust, c'est-à-dire l'algorithme, pendant l'entraînement, automatiquement, il traite la problématique de la prédiction et du clustering. Il retrouve tout seul qu'il y a 3 clusters, les données bleues, les données vertes, les données rouges. Il identifie que la probabilité que l'individu avec les points noirs appartienne au cluster rouge K1, elle est de 1 ici. On est quasiment sûr d'être dans le cluster rouge. Et il va utiliser, donc en priorité, enfin du coup même avec, il va utiliser seulement la prédiction du cluster rouge pour nous faire la prédiction de la tendance future avec une tendance moyenne qui est évidemment très très bonne et une quantification d'incertitude, pareil, qui est énormément réduite par rapport à ce qu'on avait là. Donc, on est capable finalement de résoudre tous les problèmes qui nous intéressent un peu en stats, mettre les gens dans des paquets qui se ressemblent, faire de la prédiction du futur, quantifier l'incertitude correctement, et tout ça c'est bien calibré. On a vérifié sur données expérimentales réelles que typiquement notre intervalle de crédibilité ici à 95%. Si on regarde des vraies données et qu'on compte le nombre de gens qu'il y a dans ces intervalles de crédibilité, il y a bien 95% qui sont là. Donc on est en plus hyper confiant sur l'incertitude qu'on donne. C'est pas de la triche, c'est vraiment celle qu'on retrouve en pratique expérimentale. J'ai vu une main se lever quelque part. C'était peut-être un lumière. Si un individu est très atypique, ce que ça change, c'est juste la variable de crédibilité qui est plus là. Non. Si là, tu as un individu qui est complètement dans les choux, genre ici, ouais. Tu vas avoir un cluster pour lui, probablement. Probablement que le bleu et le vert vont fusionner, tu vas en avoir pour lui. Mais dans ces cas-là, en fait, j'ai aussi un outil de détermination automatique du nombre de clusters optimal. Moi, je n'aime pas ça du tout, parce que
there is no such thing as clustering in real life. C'est vraiment il n'y a pas des clusters de gens dans la vraie vie. Je veux dire, tu vas pas voir un nageur et tu dis que tu es dans le cluster 4, ça n'a aucun sens. Et donc en fait, le nombre de paquets que tu fais, c'est up to you. C'est-à-dire si tu as 10 secondes pour résoudre un problème, tu fais 2 clusters. Tu vas avoir en gros les 2 gros paquets principaux. Si tu as 1 semaine pour regarder un problème, tu fais 10 clusters. Et tu vas voir toutes les... Parce que tu vois, même dans le cluster bleu, je suis sûr qu'il y a des petites tendances un petit peu particulières de certains individus qui sont plus précises que ça. Par rapport à la production, Bah, ça peut éventuellement changer des choses. C'est en ça que peut-être c'est le seul moment où je me dis des fois ça peut être utile d'utiliser un critère objectif pour trouver le nombre de clusters parce que ça peut peut-être aider la prédiction. Alors, en fait, ce qu'on a montré dans le papier, c'est que ça change très très peu de choses. On a genre renseigné, en vrai il y avait 3 clusters, on en a mis 8, on en a mis 1, etc. Et on s'est aperçu que les résultats en erreur quadratique, etc., c'est vraiment la grosseur du trait, quoi. Pour être honnête, on était hyper étonnés que ça marche aussi bien. C'est genre... voilà. Et juste pour vous montrer que là, je vous ai montré ce qui était beau pour tricher. Mais, donc les prédictions cluster spécifiques pour les 2 autres clusters qui sont associés à une proba égale à 0. Donc l'algo, il a trouvé tout seul que ça et ça, c'est une proba à 0. Et vous voyez que si jamais on avait cru que cet individu-là était dans le cluster bleu, bah, on n'aurait pas suivi la trajectoire rouge, mais la trajectoire bleue. Et pareil avec la trajectoire verte ici. Donc ça pourrait être super nul. Mais l'avantage, c'est que le modèle, il apprend aussi quelle est la proba associée. Et que, vu qu'ici, c'est associé à une proba 0, on s'en fout, c'est de mesure nulle. Mais évidemment, là, c'est un cas caricatural. Il existe plein de cas de figure, et vous allez le voir déjà avec les nageurs, où on est un peu dans 2 clusters. Dans ces cas-là, ça fait un compromis entre les 2, quoi. Ouais, voilà, ça, c'est pas pour frimer, hein, mais c'était juste pour dire un peu ce qu'il y avait ça. Ça, typiquement, c'est les méthodes dont je vous parlais avant, les FDA, les machins, etc. Donc, ça marche de ouf. On gagne 2 ordres de grandeur en erreur quadratique. On a une calibration de la certitude, comme je vous disais, où un intervalle de qualité à 95%, on a exactement 95% des gens dedans. Et puis, le training time qui est raisonnable et linéaire. Et un truc que je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout prévu, c'est que le clustering est du feu de Dieu. Alors que le clustering, on l'a foutu là juste pour faire une meilleure prédiction. Et en fait, il s'avère que ça devient une méthode pour faire du clustering de fonctions, alors que ce n'est pas du tout l'usage initial, mais qui marche trop bien. Ça fait des super paquets de fonctions, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça retrouve des collègues. Donc voilà, ça fait partie complètement des surprises. Et c'est des fois un peu le truc que je dis à la fin de mes talks en mode inspiration, blablabla. C'est qu'on est parti d'un problème ultra spécifique de sport où à la base, faire des maths, c'était pas trop le projet. Ce qu'on voulait, c'était dire des trucs pas trop début de sport. Et en fait, on a développé une méthode de maths qui n'a rien à voir avec les nageurs aujourd'hui. Aujourd'hui, je bosse avec des données génétiques, des fois avec des données je vous en parlerai après, des données de croissance de gamins. On regarde leurs IMC. Des fois, vous pouvez faire, j'imagine, de la finance, mais faites pas ça, c'est mal. Ou plein d'autres choses. Et bref, et en fait, on peut aussi inspirer l'innovation méthodologique à partir de problèmes qui peuvent paraître aussi, je ne vais pas dire futiles, mais presque que le sport, quoi. Ça peut aussi faire évoluer la science de manière générale. Donc, à la base, on avait des nageurs, voilà. On a une personne, on a identifié ça pour les nageuses qu'on avait, en gros, ici, 5 clusters avec un peu les mêmes tendances qu'on a vues jusqu'à maintenant. On appartient un petit peu tous les clusters. Les points en or à observer. Les jaunes, c'est la vérité, mais en fait, c'est la vérité qu'on veut prédire. Et puis, voilà, on l'a prédit, quoi. On peut faire ça pour tout le monde. Pareil avec les messieurs. Et puis, c'est cool. Après, en fait, c'est le meilleur moment pour les gens de l'appli, mais pour le matheux, c'est fini, quoi. C'est le moment où on donne le bébé et qu'on va faire autre chose. À part quand là, du coup, je bosse avec des gens à Singapour, ils regardent comment grandissent les gamins, parce qu'ils regardent l'IMC des gamins, et ils veulent potentiellement essayer de prévenir le surpoids en amont. Et ils avaient ce machin-là qu'ils n'avaient jamais été capables de détecter avec des méthodes d'analyse fonctionnelle d'habitude, quand ils font des sprints, etc., qu'ils appellent un peak BMI. C'est qu'à partir de environ 9